5 mars 1953, Moscou. Ce jour-là, à 1 heure d'écart, deux grandes figures de l'URSS disparaissent. Le compositeur Sergueï Prokofiev s'éteint à 61 ans. Il était devenu le compositeur officiel de l'URSS, proclamé artiste du peuple en 1947, avant d'être accusé quelques mois plus tard d'écrire des œuvres formalistes et non socialistes, qui furent interdites. Il termina sa vie dans la misère, désavoué. Le même jour, le petit père des peuples, Joseph Staline, qui avait porté au nu Prokofiev avant de le disgracier, succombe à une attaque cardiaque, éclipsant totalement la disparition du talentueux compositeur. Cette anecdote nous informe sur les méthodes du régime stalinien. Du jour au lendemain, un soviétique pouvait se retrouver accusé des pires crimes, condamné à mort ou au goulag, ou disgracié. Cette manière de procéder n'est pas nouvelle. Elle fut utilisée par Staline durant les années 20 et 30, lors de son irrésistible ascension vers le pouvoir. De cette manière, il a réussi à éliminer ses principaux opposants, en jouant sur plusieurs mécanismes, idéologiques, politiques, bureaucratiques ou administratifs. Revenons donc sur la période qui a vu la révolution bolchevique se transformer peu à peu en dictature totalitaire, et observons comment Staline a manœuvré afin d'accaparer tous les leviers du pouvoir. « 1878. Gori, actuelle Géorgie. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, futur Staline, voit le jour dans une famille pauvre. À 14 ans, il intègre le séminaire de Tiflis. C'est à cette époque qu'il commence à se passionner pour les thèses marxistes, avant d'être renvoyé en 1899, officiellement pour manque d'assiduité. À 20 ans, Joseph devient militant dans des groupes socialistes et se rend à Bakou, ville pétrolière et carrefour industriel. Il est membre du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Joseph est un voyou. Il prend le pseudonyme de Koba et braque des banques, parfois de manière sanglante. Ses années de jeunesse sont une alternance de braquage, de séjour en prison et d'évasion. En 1903, le Parti ouvrier se scinde en deux grandes tendances. Les mencheviks, favorables à une transition douce vers le socialisme, par une alliance avec la bourgeoisie libérale et le développement d'un parti de masse, ouvert à tous. Les bolcheviks, eux, souhaitent un parti de cadres, opposé au régime par l'alliance des classes ouvrières et paysannes. Koba hésite, mais se rallie finalement aux bolcheviks de Lénine, par détestation des cadres composant les mencheviks, constitués de bourgeois et de l'intelligentsia géorgienne. En 1905, il est désigné délégué pour le Caucase lors de la première conférence bolchevique. Il rencontre Lénine pour la première fois. Dès 1906, il participe à ce que les bolcheviks appellent les expropriations, concrètement des braquages de banques dans l'objectif de financer le parti. Il entre dans les bonnes grâces de Lénine, qui soutient ce type d'action. En 1912, Lénine le fait élire au comité central bolchevique. Il est désormais l'un des cadres dirigeants du parti. Il rédige le marxisme et la question nationale, qui fera de lui le spécialiste des questions de nationalité au sein du parti. Il signe du nom de Staline pour la première fois en 1913, dans un article de la revue Le Social-Démocrate, Staline signifiant homme d'acier. Il est arrêté la même année et envoyé en Sibérie. Il n'en ressortira qu'en mars 1917, au lendemain de la révolution de février. Des tensions dans l'Empire russe éclatent régulièrement. Une première révolution en 1905 a apporté quelques progrès, mais n'a pas résolu les problèmes latents de l'Empire. Le pays est en retard économiquement, désindustrialisé et l'autorité du tsar discutée. Le carnage de la Grande Guerre et un hiver rigoureux vont provoquer l'étincelle. En février, une grève éclate à Petrograd. Elle devient rapidement générale. Les soldats fraternisent avec les ouvriers. Un gouvernement provisoire libéral est mis en place. Le tsar abdique le 2 mars 1917. Staline revient suite à l'amnistie votée par le gouvernement provisoire. Il devient secrétaire général de la rédaction de la Pravda, puis est élu au comité central du parti bolchevique en avril 1917. En août, le commandant en chef de l'armée russe, Kornilov, tente de prendre le pouvoir. Le gouvernement provisoire, paniqué, fait appel aux bolcheviks et à d'autres révolutionnaires pour le protéger. La tentative de Kornilov échoue piteusement, mais les bolcheviks de Lénine sont sortis de la clandestinité, et leur rang gonfle. Les masses se radicalisent. Les paysans s'emparent des terres seigneuriales, les soldats désertent. Après avoir exposé sa vision pour conquérir le pouvoir lors de ses célèbres thèses d'avril, Lénine décide de passer à l'action en octobre. L'insurrection de l'automne 1917 est victorieuse pour les bolcheviks. Aussitôt, un congrès des soviets se réunit. La première mesure concerne l'arrêt de la guerre. Un armistice sera finalement signé lors du traité de Brest-Litovsk en mars 1918, amputant considérablement le territoire russe. Staline soutient Lénine sur tous les points.
notamment sur le refus d'intégrer des socialistes révolutionnaires et des mencheviks au nouveau gouvernement. Il est nommé commissaire du peuple aux nationalités. Lénine le considérant comme un homme fiable, il est souvent chargé de missions spéciales durant la guerre civile qui va déchirer le pays de 1918 à 1921. Les bolcheviks vont devoir faire face à des armées contre-révolutionnaires, qui amalgament beaucoup de tendances, que l'on appelle les blancs, par opposition aux rouges bolcheviks, mais aussi face à une coalition de pays ne souhaitant pas voir cette révolution communiste aboutir. L'armée rouge est créée puis organisée par Léon Trotsky. Les combats sont féroces, et pour ne rien arranger, une famine violente frappe le pays. Staline est envoyé à Tsaritsyne, futur Stalingrad et actuel Volgograd, afin de réquisitionner les récoltes pour les envoyer à Moscou. Il décide de prendre le commandement des troupes de l'armée rouge sur place. Il limoge des officiers ayant appartenu à l'ancien régime tsariste, pourtant placés par Trotsky pour leurs compétences. Un premier conflit éclate entre les deux hommes sur cette question. Début 1919, le congrès du Parti communiste crée un bureau politique, le Politburo, qui va définir les grandes lignes de la politique bolchevique. Les premiers membres sont Lénine, Trotsky, Staline, Kamenev et Zinoviev. La lutte pour le pouvoir se déroulera dans ce cercle restreint. Un bureau de gestion de l'appareil du parti, nommé Orgbureau, est également créé. Staline appartient aux deux organes mais reste assez discret, et se mêle très peu des luttes idéologiques entre Lénine et Trotsky, sur la place donnée aux syndicats par exemple. Il apparaît modéré dans ces débats électriques, et se rend de cette façon essentiel à la mécanique du parti. Suite aux famines et à la guerre civile, le pays est à genoux. Lénine décide de redonner une place à la petite industrie et au commerce, et de remplacer la réquisition par un impôt. Il lance ce projet en 1921, sous le nom de Nouvelle Politique Économique, plus connu sous le nom de NEP. Staline, lui, ne bronche pas. Il préfère lever une milice de bolcheviks en Géorgie, afin de renverser le gouvernement local tenu par les mencheviks. Il y parviendra malgré les réticences de Lénine. Le tournant décisif a lieu en 1922, lorsque le poste de secrétaire général du parti est créé lors du 11e congrès. Staline y est élu le lendemain. Quelques mois plus tard, Lénine subit une attaque qui le paralyse d'un côté. À partir de cet événement, l'ascension de Staline va être fulgurante. Bonjour à tous, ici Alteris de la chaîne Alteris. La rivalité des deux hommes, Trotsky et Staline, commençant dès le début de la guerre civile russe, fait partie des conflits politiques ayant été capitaux dans l'histoire. Deux visions complètement différentes du bolchevisme s'affrontant pour définir le futur de l'Union soviétique et donc de l'histoire moderne. Comme le camarade Question d'Histoire va vous raconter dans la suite de cette vidéo, la prise du pouvoir de Staline et la mise en place de sa vision, spoiler, écartera définitivement la possibilité d'une Union soviétique trotskiste plus fidèle à la vision originelle de Lénine. Et pourtant, le stalinisme a aujourd'hui complètement disparu, à l'inverse des formations politiques se réclamant de Trotsky, qui aujourd'hui reste actif dans de nombreux pays. En aurait-il été de même si Trotsky avait pris le pouvoir à la place de Staline ? Je vous propose d'explorer ce scénario sur ma chaîne et voir à quoi aurait bien pu ressembler l'histoire si Trotsky avait écarté Staline du pouvoir pour l'exercer lui-même, en Union soviétique. Sur ce, je vous laisse avec le camarade Florian et je vous souhaite une excellente fin de vidéo. Merci à toi, camarade d'Alteris, un sujet assez passionnant en effet. Mais revenons à nos moutons. Staline va se servir de cette position stratégique pour contrôler l'appareil du parti. Il nomme 10 000 cadres en 1923, s'assurant de leur loyauté. Il va renouveler de près de 2/3 les secrétaires des comités de district, créer un corps d'inspecteurs contrôlant les provinces, et bien évidemment, offrir à toutes ces personnes une rémunération bien supérieure à la moyenne, et des avantages en nature. De ce statut de privilégié, une relation de dépendance à Staline se crée. Une nouvelle couche de population va se développer, que l'on nommera la nomenclatura. Lorsque Lénine est de retour en octobre 1922, il découvre un tout autre Staline, en passe de devenir chef. Il voit tout de suite le risque pour le régime naissant, et va passer le peu de temps qui lui reste à vivre à le combattre. Il lui reproche les exactions commises contre les communistes géorgiens, son projet de constitution pour l'URSS et sa mainmise sur l'organisation administrative. Il dira une phrase assez ironique, qui sera reprise plus tard par Trotsky. Ce cuisinier va nous préparer des plats épicés. Il ne pensait pas si bien dire. Lénine tente d'écarter l'encombrant géorgien en proposant aux délégués du futur congrès de le démettre de ses fonctions, mais il ne sera pas suivi. Lénine subit 2 nouvelles attaques qui l'écartent définitivement du pouvoir en 1923. Il réussit tout de même à dicter des notes et articles sur sa succession, l'organisation du parti, la question nationale ou l'orientation à donner à l'économie. Ces notes seront connues sous le nom de Testament de Lénine. Ce testament sera vite enterré par Staline. Pourquoi ? Car Lénine prend le contre-pied de ses idées d'antan, prônant une transition douce vers le socialisme sans brusquer les choses, et en évitant une propagande trop brutale du communisme dans les campagnes. Il craint une rupture de l'unité du parti, et porte un jugement sévère sur Staline, qu'il considère comme trop brutal. Le 12e congrès s'ouvre dans un semblant d'unité, mais les luttes pour le pouvoir viennent déjà de commencer. Staline feint, comme il le fait souvent, de se ranger du côté des idées de Lénine.
il accepte de doubler les membres du comité central et de placer l'inspection ouvrière et paysanne qu'il dirigeait sous une commission de contrôle, commission dont il nommera le dirigeant parmi ses fidèles. La pseudo-unité affichée va vite voler en éclats. En septembre, Dzerzhinsky, le fondateur de la police politique et un proche de Staline, propose pour resserrer l'unité idéologique du parti l'obligation pour ses membres de transmettre toute information sur l'existence de factions. Trotsky, dans un article, condamne la dictature de l'appareil, responsable pour lui de la situation catastrophique du pays. Il est suivi par 46 anciens révolutionnaires de 1917, qui adressent au comité central en octobre 1923 une déclaration reprenant les critiques de Trotsky. Quelques jours avant la mort de Lénine, lors de la 13e conférence du parti en janvier 1924, Staline sort de son chapeau une résolution permettant d'exclure du parti tous ceux coupables d'y avoir constitué des factions. Trotsky, malade, n'est pas présent. Il y est accusé de déviation anti-léniniste. Ses idées économiques sont rejetées et ses partisans envoyés en province ou à l'étranger. Mais il n'est toujours pas exclu du parti. Le 21 janvier 1924, Lénine rend l'âme. Il va alors faire l'objet d'un véritable culte. Sous une apparence soudée, la lutte à mort que vont se livrer les dirigeants bolcheviques va passer par la monopolisation et la réappropriation de sa pensée. Staline donne une série de conférences, nommées les bases du léninisme, qui seront ensuite publiées et largement diffusées. C'est une lecture obligatoire pour les 200 000 nouvelles recrues du parti, ceux de la promotion Lénine. Ces nouveaux membres voteront selon les volontés du secrétaire général. Fin 1924, Trotsky publie ses Leçons d'octobre, dans lequel il critique l'orientation prise par le parti, et notamment sa dérive droitière. Sa théorie repose également sur l'idée que seule la révolution mondiale peut sauver l'URSS de la catastrophe. Par opposition, Staline développe une théorie politique simple et compréhensible pour les masses et les membres du parti qu'il a placé, celle du socialisme pour un seul pays. En s'appuyant sur un passage d'un article de Lénine écrit en 1915, Staline avance que la construction d'un État socialiste au sein de la seule URSS est tout à fait possible, sans révolution internationale et en s'appuyant sur une économie planifiée. Cette théorie séduit la base bolchevique, flattant les sentiments nationalistes. La période 1923-1929 voit deux grandes tendances se dessiner, dont les clivages portent sur la politique économique. L'opposition de gauche, favorable à l'industrialisation et la collectivisation, et l'opposition de droite, favorable à la NEP et assimilée pour Trotsky à la petite bourgeoisie. Staline prétend incarner la bonne ligne à suivre, celle du centre. L'élimination méthodique des éléments gênants va reposer sur une stratégie d'alliance opportuniste au sein de ce cadre politique. Ainsi, en 1923, Staline s'allie avec Zinoviev et Kamenev, dans le but d'éliminer l'opposition trotskiste. Après la parution des Leçons d'octobre, où il critique vertement le rôle de Kamenev et Zinoviev dans la révolution, Trotsky se retrouve attaqué quotidiennement par la presse. Il est isolé politiquement, et doit abandonner son poste de commissaire du peuple à la guerre. Il reste membre du Politburo, grâce à l'intervention d'un certain Staline, qui passe pour un homme modéré et juste. Son moment n'est pas encore venu, aurait-il déclaré en petit comité. À peine Trotsky hors jeu politiquement, Staline se rapproche des thèses de Boukharine, rédacteur en chef de la Pravda, qui souhaite poursuivre la NEP. Son slogan « Enrichissez-vous » résume sa pensée. Cette fois, ce sont les anciens alliés Kamenev et Zinoviev qui s'opposent à cette position qu'ils jugent trop à droite. Pour eux, la NEP n'est qu'une mesure temporaire qui ne doit pas se perpétuer. La grille de lecture de Staline est donc erronée et non léniniste. Le 14e congrès du parti est tendu. Zinoviev est limogé de son poste de dirigeant des soviets de Leningrad. Il est remplacé par un proche de Staline, Kirov, qui va remplacer tous les anciens proches de Zinoviev à Leningrad. Le Politburo est étendu. Des fidèles qui resteront jusqu'à la fin avec Staline y sont intégrés. Molotov ou Vorochilov par exemple. Les anciens rivaux vont alors s'allier, comprenant la stratégie de Staline. Trotsky, Kamenev, Zinoviev, leur soutien et d'autres groupes hostiles vont former une nouvelle opposition, l'opposition unifiée. C'est un dernier baroud d'honneur pour faire tomber Staline, en jouant sur la thèse de la révolution trahie par la bureaucratie. Mais il est déjà trop tard, d'autant que l'écrasement des soulèvements communistes en Chine en 1927 donne plutôt raison à Staline au niveau idéologique. La révolution mondiale ne semble pas se profiler. La plupart des meneurs sont exclus des instances dirigeantes lors du 15e congrès. Trotsky et ses partisans sont exilés. Kamenev et Zinoviev font leur autocritique, afin d'être réintégrés. Staline opère ensuite une énième volte-face pour éliminer le courant droitier, représenté par Boukharine, Rykov et Tomsky. Il considère que la NEP est dans une impasse et qu'il faut une économie axée sur une industrialisation accélérée. Il reprend à son compte les idées de l'opposition de gauche en fait. Boukharine y voit le spectre de la terreur et de la famine, par ses manœuvres désormais habituelles, limogeage des soutiens aux opposants, accusations de fractionnisme et de duplicité, vote d'exclusion imposé par Staline, ce courant droitier est discrédité. Nous sommes en 1929,
Les opposants de Staline sont soit en exil, soit encore dans le parti, mais totalement inaudibles et placardisés. Les 50 ans de Staline, le 21 décembre 1929, marquent le début de son culte de la personnalité. Le début des années 30 voit la mise en place d'un plan quinquennal catastrophique pour l'URSS, provoquant les grandes famines de 1932-1933. Au milieu des années 30, la vieille garde bolchevique de la révolution d'octobre va être méthodiquement éliminée lors des grandes purges de 1936-1938. Le point de départ de cette terreur politique est l'assassinat d'un proche de Staline, Kirov, le 1er décembre 1934. Aussitôt, des mesures exceptionnelles sont votées, permettant, dans les affaires d'État, d'appliquer des sentences de mort sans appel ni recours. Les assassins de Kirov étant des partisans de Zinoviev, il est arrêté et jugé avec Kamenev. La théorie du complot, du saboteur qui diminue les capacités de production, et de l'agent étranger devient centrale dans cette politique de répression. Les procès de Moscou sont des parodies de justice. Les accusés sont jugés sur des aveux extorqués sous la torture. Ils doivent effectuer leur autocritique publique, tout en louant les mérites de Staline. Mais la sanction est souvent la même, le goulag ou la mort. Durant ces procès, toutes les grandes figures qui étaient liées à Lénine ou qui se sont opposées à Staline disparaissent. Kamenev, Zinoviev, Boukharine, Tomsky, Rykov. Seul Trotsky en exil échappe au procès, mais un agent soviétique l'assassinera en 1940 au Mexique. Des opérations répressives de masse sur l'ensemble de la population envoient plus de 700 000 personnes au goulag et plus de 800 000 à la mort. Les fonctions de ces purges sont multiples. Éliminer les anciens bolcheviks de 1917 pour avoir définitivement la main sur le parti, justifier l'échec de la politique auprès des masses en trouvant des boucs émissaires, mais aussi impressionner le peuple et le monde par la mise en scène spectaculaire des procès. Les grandes purges laissent Staline maître total de l'URSS, débarrassé de l'opposition, et pouvant s'appuyer sur des cadres dévoués à sa personne. Trotsky s'est interrogé sur les raisons de son échec. Il explique cela par le triomphe de la bureaucratie stalinienne, ce qui peut être discutable. En réalité, peu de personnes exerçaient le pouvoir, mais elles étaient toutes dévouées à Staline. Les années 20 ont vu un renouvellement profond des membres du parti, jeunes, peu éduqués, peu politisés et donc malléables. La police politique étant aux ordres, la base militante suivant, les débats étant encadrés et l'orientation des votes décidée, l'opposition ne pouvait que disparaître à long terme. L'ascension de Staline fut un tournant pour l'URSS et pour le monde. En réussissant à éliminer toute opposition, politiquement dans les années 20 puis physiquement dans les années 30, cet homme discret et taiseux a fait preuve d'une étonnante habileté politique et nous éclaire un peu plus sur les étranges chemins qui mènent au totalitarisme.